Je vous remercie de votre invitation, de votre présence. Et puis, j'espère pouvoir un petit peu apporter des pierres à l'édifice sur ce problème de souveraineté alimentaire qui finalement, on n'en parlait pas beaucoup. Et comme pour le médicament, effectivement, la crise que nous avons eue de la Covid a révélé effectivement toutes les failles de nos souverainetés. Alors, la souveraineté alimentaire, je vous ai marqué souveraineté alimentaire, sécurité nutritionnelle, c'est quelque chose, c'est trois mots qui vont ensemble. On ne peut pas le faire l'un sans l'autre. Bon, avec quelques définitions, ils vont vous donner le diaporama. Moi, j'aime bien faire des diaporamas où on explique tout. Donc, en fait, la souveraineté, j'oublie. La souveraineté, c'est une capacité pour un pays de subvenir aux besoins alimentaires de sa population par sa propre production. Ça s'appelle une définition d'une souveraineté. Voilà. Et puis après, vous avez la sécurité alimentaire. C'est avoir un accès effectivement physique et économique à avoir une nourriture suffisante, saine et nutritive. Ça, c'est important. Avec une disponibilité physique des aliments, un accès économique, une utilisation des aliments. Et c'est la manière dont le corps optimise les différents nutriments présents dans les aliments. On verra après les problèmes de... Oui. Comment ? D'accord. Vous m'entendez moins au fond de la salle ? Voilà. Donc sinon, effectivement, l'utilisation des aliments, et vous entendez de plus en plus effectivement des aliments ultra transformés avec une mauvaise utilisation de l'organisme, et la stabilité de l'approvisionnement, et qui sont dépendants des conditions défavorables. Et après, vous avez la sécurité nutritionnelle. Alors je pense que c'est un mot que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que ça englobe la santé. Et tout à l'heure, on faisait une réflexion. Effectivement, et ce qui est bien, c'est que de plus en plus dit actuellement, c'est qu'on est dans des sociétés en silos où chacun fait son travail dans son groupe et on ne voit pas une vue globale, effectivement, des mesures à prendre pour un sujet et autres. Donc cette sécurité nutritionnelle, c'est un concept beaucoup plus large qui englobe la santé, l'importance de la nutrition dans le champ économique, c'est le commerce extérieur, les relations avec les autres pays, et social, et parce qu'effectivement, il y a une notion de paix sociale, et on va parler aussi des problèmes d'insécurité alimentaire et de précarité alimentaire qui commencent à envahir un petit peu et avoir vraiment une diffusion de plus en plus importante dans notre société. Et donc, en fait, la sécurité nutritionnelle, c'est l'ensemble de l'aliment dans toutes les dimensions qu'il peut y avoir au niveau de santé, au niveau social, au niveau économique. Alors, aborder la sécurité alimentaire et la sécurité nutritionnelle, c'est un problème éthique et de droit. Il y a quand même des droits. Il y a des droits des citoyens, des droits à l'alimentation, des droits à une bonne alimentation, des droits à la santé, et qui exige de replacer l'individu avec ses besoins au centre des décisions. Et c'est ce qu'on avait fait dans notre rapport santé-défense sur le médicament, c'est que nous avions replacé le patient, c'est ce qui manque à l'heure actuelle dans la santé, puisqu'on est en train un petit peu de couler de plus en plus, on ne replace pas le patient au centre des besoins en santé, mais on a une vision plus économique et beaucoup plus étatique. Voilà ce que je voulais vous dire en propos. Alors, précarité, pauvreté, exclusion. Donc vous avez les notions de pauvreté, donc, et la précarité, c'est un concept qui est assez nouveau. C'est une personne qui n'arrive pas à s'alimenter convenablement, que ce soit en termes de quantité, que ce soit en termes de qualité, et c'est des personnes en cas de vulnérabilité économique ou sociale. Actuellement, on a quand même un tissu de la France où les personnes se posent beaucoup plus de questions, ont beaucoup plus de frais, beaucoup plus de taxes, et à ce moment-là, il va y avoir une précarité qui va se faire au niveau de leur alimentation, puisque vous savez que c'est un des premiers budgets qui est touché. Alors, c'est une notion qui est assez récente, elle date des années 80, on connaissait la misère, mais on ne connaissait pas la précarité, et c'était une nouvelle forme de pauvreté. C'est comme... j'ai oublié de vous mettre la suite, comme je suis sûre. Voilà. C'est pas une exclusion, mais c'est une fragilisation sociale. Donc, on connaît la pauvreté. On n'arrive pas tout à fait à la chiffrer, mais on peut la chiffrer encore que maintenant, il y a toutes les migrations qu'il peut y avoir et les personnes irrégulières. Mais en fait, là, c'est le tissu qui présente une fragilisation sociale
avec un équilibre, avec des difficultés économiques dont on sait effectivement fragilisation des familles, fragilisation de l'emploi, fragilisation effectivement des faits de divorce et autres. Et en fait, la société devient plus fluide. Ce que l'on voit, il ne faut pas se faire peur, hein, vraiment pas, c'est pas mon propos de vous faire peur, c'est pour voir un peu les solutions que l'on peut apporter. Hein. Et la société est plus fluide, et le problème, c'est la peur. C'est quand on est en précarité, on a peur de basculer dans l'exclusion, et on a peur de basculer dans la pauvreté. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Tout le monde connaît l'effet domino. On se dit, je ne vais pas y arriver, puis après, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça et autres. Et c'est là arrive le burn-out, arrive la dépression et arrivent les grands stress. Alors, la pauvreté, donc il y a quelque chose ce que je viens de vous dire. Donc la pauvreté, on la connaît, c'est un manque, vraiment le manque, il n'y a plus rien, économique, matériel, social, affectif. En fait, il existe dans les pays, mais dans différents pays, donc on dit les pays émergents, les pays pauvres et autres. Bon, elle existe quand même en France, donc il y a des chiffres qui sont donnés. Je ne sais pas si c'est réactualisé ces chiffres. La précarité, c'est un problème d'instabilité. Vraiment, si vous retenez ça, on est dans des sociétés d'instabilité. Et actuellement, la vulnérabilité qu'il y a au niveau mental, c'est qu'on n'arrive pas à donner, si vous voulez, de cadre et comme on dit, on en parlait tout à l'heure, de modèles ou de tuteurs ou de plans, ou vraiment d'hommes politiques qui nous donnent des plans, où on sent que la population sent qu'il y a un petit peu un pilote dans l'avion sur certaines choses. Donc en fait, on a une société instable. Les revenus, le travail, l'équipement et autres. Et c'est quelque chose qui est subjectif dans la tête des personnes. Et c'est pas forcément une réalité économique. Tant la pauvreté, c'est vraiment la réalité économique, tant la précarité, c'est un ressenti. Et en fait, il peut y avoir effectivement des difficultés financières. Et après, vous avez la vulnérabilité qui peut donner à la précarité. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes. Actuellement, on est dans des sociétés vulnérables. On ne devrait pas être vulnérable dans nos têtes, mais on nous rend vulnérables. Et on a une incertitude du lendemain, alors que finalement, si on regarde les choses, moi je me suis installée, c'était le sida. On ne savait pas comment c'était transmis, on n'avait pas de traitement. Moi, j'annonçais aux personnes qu'ils avaient le sida, je n'avais pas de traitement. Première personne, je venais de m'installer, et qui rentre dans mon cabinet, il me dit, il y a 6 médecins qui me mettent dehors, est-ce que vous allez me mettre dehors? J'étais bleue, hein. Asseyez-vous, j'ai le sida. Ah, je ne vous dis pas l'eau de Javel que je me suis mise après, on ne savait pas comment c'était transmis. On a vécu ça, on a eu les attentats, on a eu quand même des notions de vulnérabilité. On les oublie, ces notions de vulnérabilité qu'on a eues. Nous, moi, j'étais à Paris, les attentats de la rue de Rennes, après ça a sauté tout le temps. On les a vécus, tous ces attentats-là. Il y a eu le Bataclan, ma fille a perdu un de ses amis au Bataclan. Mais là, on sent qu'on a une société où il y a moins de résilience, en fait. On est beaucoup plus vulnérable. Et donc, c'est à nous, en fait, c'est aussi dans les associations. Et c'est pour ça qu'on incite un peu les jeunes à rejoindre les associations pour sentir qu'il y a effectivement un lien qui peut se faire, un lien social et avec un sentiment plus de sécurité. Donc c'est les peurs. On est en peur anxieux, un peur dépressif, un peur d'isolement, un surinvestissement, une vulnérabilité. Le burn-out, c'est qu'on se surinvestit. On ne sait pas dire non surinvesti parce qu'on a peur. Voilà. Alors après, la précarité, c'est un phénomène récent en fait. Elle a vraiment augmenté en 2022. Elle a vraiment été chiffrée parce que, en fait, il y a eu des spéculations avant la crise en Ukraine. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu des spéculations, il y a eu la crise en Ukraine. Et elle a vraiment augmenté depuis 2022. Donc il y a effectivement l'inflation qu'il y a eu au niveau de l'alimentaire. On se demande pourquoi. Bon, il y a toujours des gens pour faire de l'argent sur des crises. Et 2022, on avait déjà un pourcentage très élevé dans les banques alimentaires où alors, si vous regardez les chiffres des prix alimentaires entre 2017 et 2029, ces chiffres de l'INSEE, ils sont quand même assez effrayants. Voilà, ils sont quand même assez effrayants. Et donc, quand même, on voit vraiment, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, c'est des chiffres qui sont, mais c'est 2019, 2020, et là on doit 21, 22, 23, 24, 25. Et donc, en fait, sur les prix à la consommation, alors il y a une baisse après, ils ne sont pas baissés, hein, vous voyez bien dans vos magasins que les prix alimentaires n'ont pas du tout baissé, mais c'est parce qu'ils ont englobé le prix du gaz, les produits pétroliers, et voilà.
Alors, et on voit que l'inflation, elle continue. Si on prend effectivement, attendez, je vais regarder là parce que pour vous voir, voilà. Là, je vous ai mis entre avril 2023 et avril 2024. Donc effectivement, on est loin effectivement du Covid, hein, et on voit qu'effectivement, il y a une augmentation encore des jus de fruits, des huiles, du chocolat, bon, on va dire, etc., des légumes en conserve, de la bière, des conserves. En fait, on a l'impression qu'il y a quand même des inflations qui sont quand même continues dans notre alimentation. Et après, la précarité est beaucoup plus visible depuis la crise. Effectivement, les banques alimentaires, une augmentation de 9%. Il y a une augmentation, la Croix-Rouge française le note. On parle de plus en plus d'étudiants, effectivement, qui vont dans ces banques alimentaires ou dans les aides sociales. Et en fait, certaines études du CREDOC, hein, effectivement, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, en fait, on pense qu'il y a entre 10 et 16% de la population qui déclare qu'il leur arrive parfois ou souvent de ne pas avoir assez à manger. C'est-à-dire, on voit effectivement la notion de faim qui revient. Donc, effectivement, cette étude, vous avez 7% de la population qui baisse effectivement leur nombre de repas, 9% qui réduisent leur portion alimentaire. Alors, je ne vous cache pas, dans les restaurants, c'est la même chose. On voit bien qu'ils réduisent un peu les portions alimentaires pour ne pas augmenter les prix. Et 9% n'ont pas les moyens financiers de manger de la viande, de la volaille et du poisson, ne serait-ce qu'un jour sur deux. Alors là, c'est un peu aggravé aussi par ce que l'on peut avoir sur « ne mangez pas de viande ». Là, vous avez vu actuellement, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du thon. Hein, vous avez une étude qui est sortie et avec deux associations, dont une qui est la préservation de la pêche. Et il y a mis mercure dans le thon. Bon, le thon, c'est très concentré. Qu'est-ce qui se passe 3 mois après ou 4 mois après, on enlève le thon des cantines des enfants. Ça s'appelle du lobby. Hein. Moi, j'appelle ça du lobby. Et maintenant, moi, ce que je vois, j'interroge un peu dans ma clientèle, maintenant, les patients n'osent plus acheter du thon à leurs enfants en disant « on va intoxiquer nos enfants ». Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais on est en train de fragilité. La viande, c'est pareil. Il ne faut plus manger de viande. Il ne faut plus manger de viande. On pollue la planète. Il faut baisser notre chapelle bovin alors que finalement, on importe 25% du bovin. Donc finalement, on est en train de se fragiliser. Qu'est-ce que l'on voit effectivement? Donc les personnes, plus de viande, plus de volaille, plus de viande blanche ni rien. Et on voit des personnes qui ont des sarcopénies. Sarcopénie, vous avez l'ostéopénie, l'ostéoporose, c'est l'os. L'ostéopénie, il est un peu plus, il est moins compact. Au lieu du comté, il va être un petit peu des petits trous. Et puis après, vous avez l'ostéoporose, c'est des gros trous, c'est comme du gruyère. Et vous avez la même chose dans la sarcopénie, c'est-à-dire la baisse musculaire. Et l'on voit de plus en plus, je ne sais pas vous, mais nous, sur les clientèles que l'on peut voir, encore que moi j'ai des personnes aussi un peu de province, ce que l'on voit, c'est que des personnes qui mangent de moins en moins de protéines animales et qui sont fatiguées, avec des problèmes musculaires, des problèmes de déprime et autres. Donc il faut voir qu'on est ouvert, on est dans un pays ouvert au lobby. Donc il faut vraiment arriver à faire du contre-lobby de l'autre sens. Et de plus en plus, vous avez les médecins, les gynécos qui disent quand même manger 2 fois de la viande rouge. On mange de la viande rouge tous les jours, personne ne mange de la viande rouge tous les jours, sauf ceux qui vendent dans les restaurants fast-food en fait. Et ne pas manger de viande, on fait des virages à 180 degrés. Et donc effectivement, les personnes n'ont pas les moyens financiers de manger de la viande, de la volaille ou du poisson, mais ils se disent mais finalement on mange trop de protéines, on mange trop de viande et puis finalement c'est pas très grave. Mais quelque part ils le rattrapent au point de vue santé, au point de vue infection et dépression, puisque c'est une des causes aussi des dépressions. Alors 12% déclarent ne pas avoir assez à manger. C'est quand même dans un pays comme le nôtre, c'est un petit peu embêtant. Et il y a 16% qui se restreignent en termes d'alimentation. Donc en fait, il y a différentes formes de précarité. En fait, tout le monde, il y a des croisements entre ces pourcentages. Voilà. Donc voilà. Donc on voit, c'est un peu la même chose que je viens de vous dire, un taux de personnes faisant face à des difficultés variant. Et effectivement, on voit que 16% de la population est obligée de s'imposer des restrictions sur l'alimentation. C'est la précarité alimentaire. Voilà. Alors après, pareil, le budget va se restreindre sur certaines catégories d'aliments. Et le problème, effectivement, outre les protéines qui sont chères, hein, les protéines. Après, vous avez quand même des protéines animales qui sont pas chères. Le
Le porc, c'est une très bonne viande. Je sais bien qu'il y a toute une population qui n'en mange pas. Le porc, c'est une, bon, mis à part la côte échine qui est assez grasse, encore qu'on ait besoin de gras, le porc, le gras est autour. C'est une viande qui est très maigre, la côte première de porc et le filet mignon, mais qui est pas cher. Hein. Donc en fait, ils vont se restreindre sur la viande, la volaille, effectivement. Et effectivement, ce que l'on voit, le poisson, mais on peut le concevoir, et surtout sur les fruits et légumes. Hein, on est dans des populations où le fruit et les légumes rentrent de moins en moins dans les assiettes des personnes en zone de précarité. Et puis, vous avez les fruits et légumes, effectivement, en conserve ou en surgelé. Après, ces contraintes, il y a une fragilisation sur d'autres secteurs, effectivement. C'est le secteur de la santé, hein, sur les soins médicaux. Dans ces cas-là, effectivement, on va mal manger, on va moins bien manger, on va avoir des alimentations à densité calorique élevée, mais des densités nutritionnelles basses. Alors, je ne sais pas si vous avez cette notion-là. Densité calorique élevée, c'est-à-dire vous avez beaucoup de calories, c'est-à-dire les aliments très gras, qui apportent le maximum de calories, mais il n'y a pas de densité nutritionnelle, c'est les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments ou les protéines qui sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme. Moi, j'avais la remarque d'un de mes enfants qui dit « Maman, quand on mange chez toi, on n'a pas faim quand on ressort, alors que je vais dans un fast-food, j'ai faim en ressortant. » Alors, je dis « C'est normal, tu t'es bourré, on t'apporte des calories, mais ton organisme a besoin d'avoir des vitamines, c'est-à-dire des éléments nécessaires à la vie, des minéraux, des oligo-éléments et autres. Il a eu son content. » Donc effectivement, il y a dans cette mauvaise alimentation, on va le voir plus tard, une restriction sur les soins médicaux et surtout les personnes en handicap. Vous savez qu'on a des populations en situation de handicap qui sont de plus en plus importantes. Elles vont se restreindre beaucoup plus au niveau de la nourriture. Et vous le voyez bien, par exemple, au niveau de l'handisport ou au niveau de l'handicap en fauteuil, il faut quand même avoir un certain degré d'alimentation qui soit de bonne qualité pour pouvoir rouler avec le fauteuil, pour pouvoir faire du sport et autres, ou pour pouvoir assumer le quotidien avec un handicap. Alors, surtout, la population est plus adipeuse. Vous savez qu'on grossit de plus en plus. Et effectivement, dans les précarités, il va y avoir l'achat de produits plus gras, plus sucrés, plus goûteux, moins de fruits, moins de légumes. Et effectivement, le taux d'obésité, alors c'est un peu, moi j'ai ça en boutade, en fait les politiques, il n'y a pas d'obèses autour d'eux. Hein. On est dans certains quartiers de Paris où il n'y a pas d'obésité. Après, quand on va à la foire de Paris ou quand on va dans certains quartiers ou même en province, eh bien, on voit que l'obésité, elle est là. Et l'obésité de l'enfant est grandissante. Et on a une population, l'obésité est de plus en plus dans les milieux défavorisés. Et ça donne une inégalité en matière de santé. Alors, ça touche les jeunes, les femmes, les pauvres, effectivement. Et 24% des jeunes adultes, hein, de moins de 40 ans, 17%, après il y a les 50-59, mais c'est surtout les jeunes, plutôt les femmes, plutôt les actifs, mais ça on le sait, bon, c'est lié aux revenus. Alors, l'échelle d'insécurité, elle est assez importante, cette échelle-là. C'est effectivement, vous avez des personnes qui vont être en sécurité sur cette échelle-là, et on se situe ici à cette échelle d'insécurité où les personnes vont devoir être dépistées. Donc là, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire. Il y a un accès qui est pour tout le monde. Je vois très mal. Mais voilà. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Et ça, c'est assez important. Effectivement, c'est le Crédoc qui nous a sorti. Là, il n'y a pas de contrainte alimentaire, donc il n'y a pas d'insuffisance alimentaire. Il n'y a pas jamais de réduction du nombre des repas. Il n'y a jamais d'être inquiet. Bon, ça, vous allez me dire, c'est normal. Il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire. Ils peuvent manger, les moyens financiers sont là. Après, vous avez des contraintes modérées ici. Donc, il va y avoir une diminution des portions, hein, une insuffisance alimentaire qualitative, c'est-à-dire il va y avoir moins de fruits, moins de légumes au niveau de la qualité, mais il y aura quand même des calories qui vont arriver. Une réduction de nombre de repas, on va sauter un repas. Alors là, actuellement, le jeûne intermittent, moi ça fait 45 ans que je travaille, c'est la chose la plus déséquilibrée que l'on voit à l'heure actuelle. Et c'est aggravé, on aggrave encore l'insécurité alimentaire.
puisque les personnes vont sauter un repas. Enfin, jeûne intermittent, il y a toujours eu des jeûnes dans les populations, que ce soit religieux, que ce soit philosophique, que ce soit par des habitudes. Par exemple, les Crétois, puisque vous savez que l'alimentation crétoise avait moins de morbimortalité, 7 fois moins que les autres pays, et même du Péloponnèse, au point de vue cardiovasculaire et cancer. Et ils faisaient un jeûne. Mais ce n'était pas un jeûne sans rien manger, hein. C'était un jeûne avec des escargots. Donc c'est un jeûne protéiné. Et comme les petits escargots, ils mangeaient le pourpier riche en oméga 3, en fait, c'était un jeûne qui apportait beaucoup d'oméga 3 pour le cerveau, pour le système cardiovasculaire et pour les nerfs. Donc il y a toujours eu ces jeûnes. Le jeûne intermittent, ça ne devrait pas exister, un jeûne intermittent. Actuellement, comme c'est fait, je ne sais pas si vous le faites, c'est qu'on saute les repas. Donc finalement, les personnes vont sauter le petit déjeuner, chose contre laquelle on s'est toujours un peu, pour les personnes qui ont des problèmes de poids ou de compulsion alimentaire ou d'hypoglycémie, on a toujours lutté là-dessus. Donc ils vont sauter le petit déjeuner. Et puis ce que l'on voit actuellement, on dit et puis finalement je ne vais pas manger à midi, donc je vais manger une fois par jour. Donc ça on le voit arriver. Et je pense que dans cette population de population contrainte, effectivement, je pense qu'il y a toute cette mode de jeûne intermittent où il se pose moins de problèmes en disant bon c'est pas grave si je saute un repas, de toute façon je vais moins dépenser. Voilà. Donc il y a une restriction effectivement sur l'alimentation et ils n'ont jamais de moyens financiers, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de manger des protéines animales. Et surtout c'est l'inquiétude, et on va voir tout à l'heure que cette inquiétude elle rejaillit sur les enfants de ces populations. C'est l'inquiétude de ne pas avoir à manger, de ne pas trouver à manger. Et dans ce cas-là, ils réduisent le nombre de repas. Alors, les catégories aisées, catégories modestes, ils n'ont pas du tout la même façon de voir qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Catégorie aisée, ils vont se dire bien manger, c'est manger de tout en lien avec plaisir, santé et ligne. Santé et ligne, c'est être plus mince. Voilà. Donc c'est bons aliments, donc je les prépare, je mets des épices et autres. C'est bon pour la santé, donc on va manger des fruits, des légumes, et c'est des aliments, il n'y a pas d'ascèse, sauf des cas particuliers où il peut y avoir des jeûnes et autres. Et voilà. Donc pour eux, une alimentation, le choix alimentaire, effectivement, c'est un atout santé. Et avec aussi maintenant une optique préventive. Et après, dans les catégories effectivement d'insécurité alimentaire ou modeste, bien manger, c'est manger de bonnes choses en quantité, c'est-à-dire bien se caler en fait, et des bons aliments bons avec goût. Et en fait, ils apprécient moins bien. Les légumes et les fruits sont appréciés moins, effectivement. Premièrement, il faut savoir les préparer en fait. On va vous dire, les légumes, c'est long à cuire. Je veux dire, les pâtes, c'est aussi long à cuire que les légumes, en fait, quand on voit les choses comme ça. Et en fait, pour eux, c'est un frein. Et surtout, les populations, moi j'avais travaillé, mais il y a 40 ans, avec les conseillères en économie sociale et familiale. Et effectivement, pour aller apprendre les légumes, quand vous avez des personnes qui arrivent de certains pays, ne connaissent pas nos légumes, ils ne savent pas les préparer. Et même d'autres personnes ne savent pas trop préparer à l'heure actuelle les légumes. Donc ça va être un frein à la préparation. Ils vont aller au plus rapide, qui est de faire cuire un plat de pâtes et autres. Donc, voilà. Alors, le coude, voilà, choix dirigé, graisse sucrée, ce que je vous dis. Et en fait, ça comble l'anxiété. On sait très bien que c'est le doudou, en fait. Le sucré, c'est le doudou. Ça calme l'anxiété, le stress, le manque affectif. Et une préférence pour les plats tout faits. C'est quand même, je vais très vite. Alors vous me direz, il y a peut-être effectivement d'autres contraintes que la contrainte alimentaire du temps de préparation du repas. Encore que l'on peut dire qu'à l'heure actuelle, on a les machines à laver, on a tous les ustensiles et on a des aliments prêts à cuisiner, déjà préparés. Avant, il fallait égorger le poulet, il fallait le couper, le poisson, il fallait être bien avec son poissonnier, déjà tous les trucs. Mais pour eux, ça va plus vite d'acheter un plat tout préparé et autres. Donc pour eux, c'est des plats tout faits. Il y a des normes sociales en disant bon, je fais comme tout le monde, j'achète des plats tout faits. Et effectivement, pas envie de faire l'effort de cuisiner, sauf si on a un effort prévention pour la famille. Alors après, ce que je vous avais mis, les causes de la précarité, bon, c'est la spéculation. Il faudrait revoir ça dans nos pays, la spéculation. Il y a aussi et autres, le problème des ressources. Alors, précarité alimentaire
et santé mentale. Donc il y a 2 études qui ont été faites sur des 18-35 ans et les symptômes de santé mentale, dépression majeure, pensée suicidaire, problèmes d'inattention, d'hyperactivité et d'abus et de dépendance aux substances actives. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et cette étude, je vous ai mis les références, vous les regarderez hein, si vous allez avoir le diaporama. Et c'est quand même des 18-35 ans. Voilà. Hyperactivité, vous savez qu'il y a des colorants, hein, tartrazine, tout ça. Là. Je ne faut jamais citer de marque. Mais ça donne des hyperactivités. Il y a certains colorants. Normalement, il devait y avoir un étiquetage au niveau des bonbons hein, pour des colorants. Donc, ils ont pris toute une population d'enfants hyperactifs. Ils ont enlevé les colorants. Et il y a une bonne partie, finalement, qui se sont calmés. Ils ont revu l'alimentation. Puis après, ils ont remis les colorants. Ils étaient plus hyperactifs. Voilà. Et en fait, et puis vous avez effectivement des synthèses qui ont été faites sur des études longitudinales et autres. Après, les pressions mentales, ça c'est important dans les familles. Le point de vue des enfants qui décrivent le fait d'aller à l'école ou d'aller se coucher en ayant faim. C'est pour ça qu'il y a des enrichissements de cantine ou des petits déjeuners qui sont donnés ou des enrichissements de cantine au repas de midi. C'est pour ça que c'est une aberration de faire des plats végétariens à la cantine. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas manger des protéines le soir. Donc, bah oui. Donc, voilà. Ils ont une notion de compromis parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils reçoivent moins souvent des aliments que d'autres enfants. Et puis, le point de vue des adultes, c'est les contraintes. Et les contraintes d'avoir des repas. Voilà. Après, ce que je vous ai mis, et voilà, c'est la quiétude des adultes. Bon, le gaspillage, effectivement, éviter le gaspillage. Donc, quand on veut éviter le gaspillage, et ben finalement, l'enfant, il veut plus de fruits, il veut pas de légumes, il veut pas de fruits. Encore que des fois, il y a des fruits qui sont donnés, mais il veut pas de légumes, et du coup, on les donne plus. On les représente plus parce qu'on veut que l'enfant se nourrisse et ne refuse pas l'aliment. Et donc, ça aggrave finalement l'alimentation. Et voilà. Alors, une chose que je vous ai mis, voilà, on a su pendant le Covid, on a su par les médecins militaires qu'il y a eu du scorbut dans les hôpitaux en France. C'est marrant parce que je rencontre Madame la ministre, vous savez qu'il y a du scorbut chez les enfants en France? Ah bon? Ah bon? Voilà. Et ça, c'est vraiment, là, je pense qu'on touche un tout petit peu le fond sur le scorbut. Et voilà. Donc effectivement, le scorbut jusqu'à présent était associé à la misère, malnutrition. Vous connaissez tous l'histoire des marins. Hein, vous êtes à Lorient, effectivement. Donc ils mouraient effectivement, de manque de vitamine C. Et effectivement, c'est en s'échouant sur une île où il y a eu des fruits et ils ont mangé parce qu'en fait, ils emmenaient que des pommes de terre, des conserves, des choses comme ça. Donc vitamine C égale 0. Et à ce moment-là, ils se sont échoués sur une île, ils ont mangé les fruits, hop, et rapidement, ils ont été guéris. C'est comme ça qu'on a découvert la vitamine C. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie grave. Le scorbut, c'est une maladie, fait partie des maladies graves, possiblement mortelles. Hein. Et donc, c'est une carence, tout bêtement, un apport en vitamine C. Alors, je vous rappelle que les 5 fruits et légumes, ça a boosté les jus de fruits. Ça n'a pas boosté la consommation de fruits. Voilà. Et dans les jus de fruits que vous achetez comme ça, sauf ceux qui sont en carton réfrigéré, mais que vous achetez sur l'étagère, il n'y a plus de vitamine C. D'ailleurs, c'est simple, si vous voulez savoir s'il y a vitamine C, vous regardez votre jus de fruits, vous regardez s'il y a le mot vitamine C ou pas. S'il n'y a pas le mot vitamine C, c'est qu'il n'y a pas de vitamine C. Notable. Voilà. Donc les 5 fruits et légumes ont boosté. Donc les parents, ils disent, bon voilà, prends du jus de fruits, ça, voilà. Après, à propos du jus d'un fruit, hein, ça c'est de la nutrition, vous pouvez prendre vos apports de fruits sous la forme de jus, hein, c'est-à-dire jus pressé. Et à ce moment-là, ça n'a pas du tout le même métabolisme qu'un fruit avec la pulpe. Un fruit sous forme de jus, c'est que du fructose, ça va passer directement dans le foie et on peut se faire une belle stéatose hépatique. D'ailleurs, vous avez des gamins maintenant qui ont des stéatoses hépatiques, des insuffisances hépatiques. On voit les obésités sont un peu différentes maintenant.
petite bouée. Tandis que le fruit, avec l'environnement fruit, qui est effectivement avec les pulpes, le fait de le mastiquer et autres, ne pas du tout avoir le même métabolisme et ça va être métabolisé de façon différente. Voilà. Donc, alors, le scorbut, c'est de la fatigue, des douleurs osseuses, voilà. Fatigue musculaire, ça peut se doser à la vitamine C. Perte de cheveux, des abcès récidivants, des retards de cicatrisation, déchaussement des dents, hein, des saignements. Bon, vous regarderez ça. Et alors, une alerte qui a été faite, vous voyez, entre 65 et 2013, il y a eu 37 cas décrits en 48 ans. 37 cas dans la littérature. Vous savez qu'il y a des bandes de données, hein, vous pouvez avoir PubMed, et vous y allez facilement, vous pouvez monter facilement là-dessus. Et en 2015, il y avait une dizaine de cas. Petit retour du scorbut par effectivement le CHU de Lille. Et donc on disait oui, c'est une mauvaise alimentation, c'est une population assez précaire, enfin des pauvres en fait, et des personnes avec de l'alcoolisme, parce que la personne qui boit finalement n'a pas faim pour autre chose. Voilà, certaines maladies atteignent un cancer et autres. Mais attention, en 2019, on a le service de Nice qui alerte. C'est pour ça, quand je vous disais tout à l'heure, le Covid, il faut corriger la santé mentale des enfants, le médicament, l'alimentation. Les problèmes étaient avant. Mais là, on a été obligé de faire un focus. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des études qui soient faites avec des propositions et de force de proposition pour essayer de le contrer et pas d'attendre 2030 ou 2050. Voilà. Et en fait, là, c'est le service de rhumatologie de Nice. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce cordus, ça donne des douleurs osseuses et des retards de cicatrisation. Et en fait, ils ont vu 3 patients en l'espace de 6 mois. Voilà. Donc, il y avait des cas de douleurs ostéo et des hématomes. Vous savez, c'est des bleus inexpliqués. Mais ce qui s'est passé chez les enfants, on a vu effectivement une inflation, une épidémie de Covid. Et c'est l'équipe de l'hôpital Robert-Debré à Paris, effectivement, qui a eu une hospitalisation des enfants pour malnutrition sévère, avec des scorbuts. Donc la malnutrition, c'est la mauvaise nutrition. On n'est pas sur le fait de ne pas avoir assez à manger. C'est une mauvaise nutrition qui apporte aussi les minéraux, oligo-éléments, qui n'apportent pas tous les aliments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Et les enfants de 5 à 10 ans, hein, et aussi les filles. Alors je ne sais pas pourquoi les filles. Voilà. Et vous voyez la différence entre 65 et 2013, entre janvier 2015 et novembre, 888 enfants, avec un âge médian de 11 ans. Ça, il faut le retenir. C'est qu'on est dans un pays où il y a une ligne grise. La violence faite aux femmes, ça va. Encore, il faut appliquer la... Enfin, ça va. Encore faut-il appliquer la loi. Et qu'on les écoute quand elles portent plainte et que ça aille jusqu'au bout. Mais la zone grise, c'est les violences faites aux enfants. Ça, c'est une violence faite aux enfants. Ça ne devrait pas se voir. Et des jeunes, souvent, vous cherchez des sens à faire des choses. Ça serait bien un peu de se mobiliser pour des causes comme ça. Au moins, pouvoir apporter de la vitamine C au niveau des enfants et dans les territoires des fruits et des légumes. Et en fait, ils ont fait effectivement des périodes pré-pandémie et post-pandémie. Effectivement, vous avez la pandémie, changement net, 5 à 10 ans, une augmentation de 201%. Voilà. Sont en cause l'inflation, l'instabilité socio-économique et donc ça nécessite d'avoir vraiment une action ciblée. Donc vous en avez entendu parler il y a 6-8 mois de cette... Puis on l'a enterré, cette histoire. Je pense que vous l'avez entendu parler, le scorbut qui est revenu en France. Non? Oui, ça passe. On n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on ne peut pas le résoudre. En fait, on ne peut pas le résoudre. C'est pas qu'on ne peut pas le résoudre, c'est qu'il faut avoir vraiment une volonté de pouvoir y aller. Voilà. Donc, les causes, effectivement, les facteurs précarité sociale, voilà. Et effectivement, le choix, comme je vous disais tout à l'heure, des aliments riches en calories, en matières grasses, très nourrissants. Donc, c'est pas une alimentation fast-food et pas la feuille de salade qui va apporter effectivement. J'ai rien contre les fast-food. J'ai rien du tout. Je
je vous ai mis là, des ingénieurs, saignement des gencives. Le télétravail. Alors, c'est vrai que j'ai un dentiste dans la clientèle qui me dit effectivement, il voit des jeunes avec des saignements des gencives à cause du télétravail. Vous faites livrer pizza, je ne sais pas trop quoi, sushi ou je ne sais pas trop quoi. Où elle est où la vitamine C? Hein, donc il y a quand même pas que la notion de précarité, il y a aussi, vous voyez, il y a toute une mauvaise alimentation de la part des personnes. Voilà, donc effectivement, les alimentations voilà, déséquilibrées et cette consommation moderne du tout prêt à manger et d'une nouvelle... vous savez que le repas français était très très équilibré avant. Il y avait une entrée, c'est-à-dire une crudité, de temps en temps une soupe, de temps en temps une charcuterie. Bon, ça c'est pas... Après, vous aviez le plat qui est équilibré, la protéine, un peu de féculents, un peu de légumes, comme le pot-au-feu, le couscous aussi, c'est quelque chose d'assez équilibré, l'aïoli, ce que l'on veut. Et puis après, il y avait produits laitiers, fromage et fruits. C'était très équilibré. D'ailleurs, les Français, on était en bonne santé et avec la femme française était un peu l'égérie la mode, etc. Et puis maintenant, on a commencé à restreindre. Bon, l'entrée, bon, voilà. Et puis après, effectivement, vous avez toute une frange de personnes qui disent finalement les produits laitiers ça sert à rien, ça donne donc il faut pas manger du lait parce que c'est une sacrée vacherie, il faut pas manger de fromage. Je vois revoir des ostéoporoses. Actuellement, les ostéoporoses n'étaient plus là, mais maintenant on revoit des ostéoporoses. Il y a un problème éthique dans les directives moi j'écris des livres. C'est vrai que je pourrais mettre 2-3 trucs comme ça. Qu'est-ce que j'en vendrais, ça serait bien. Mais non, mais c'est vrai. Mais il y a un problème éthique quand même. Vous changez toute une population. Vous changez. On les voit passer. Moi, je vois passer les modes. Alors, vous voyez passer la mode là. Les dernières, c'est l'huile de coco, le beurre de coco. Vous savez qu'on avait enlevé la graisse de coco avec. Vous avez dû connaître pour les plus anciens la végétaline avec les frites. En fait, quand on faisait les frites, c'était bien parce qu'on faisait cuire les frites là, et puis après la graisse, elle se figeait. Merci. Donc on pouvait renverser la friteuse, il n'y avait pas de souci. Puis après on s'est dit c'est que du saturé, donc on a enlevé ça. Et puis maintenant les frites, alors c'est vrai que c'est à l'huile. Alors c'est vrai que vous les achetez surgelées, elles sont hydrogénées, c'est-à-dire effectivement c'est des huiles où il n'y a pas d'acide gras saturé. Par contre si vous faites des frites chez vous avec une huile qui est insaturée, les graisses c'est meilleur. Et puis on voit réapparaître l'huile de coco. Après maintenant ça a été les 2 dernières années, ça a été les avocats. Tout le monde a mangé des avocats le matin. Parce que moi, je vois dans la clientèle, tout le monde mangeait des avocats le matin. D'ailleurs, vous avez vu dans les supermarchés, vous aviez des tonnes d'avocats. Bonjour. Voilà. Et puis maintenant, la mode, c'est les gens ils mangent 2 œufs tous les matins. Oui, je vois qu'il y en a qui disent, c'est ça oui, il y en a qui ont vu cette mode-là. C'est génial. 2 œufs tous les matins. Alors, il y en a une qui vient de me voir. 2 œufs tous les matins avec du saucisson. Il me dit, il faut manger salé le matin. Ah bon? Et en fait, ça vient des conseils nutritionnels que l'on donne où des gens mangent avec un bec sucré le matin. Donc on peut très bien avoir un joli pain, on peut très bien avoir du miel et un joli jus de fruits. Ça fait que du sucre le matin. Du coup, ça vous fait une pique d'insuline. Il peut y avoir des hypoglycémies, une insulinorésistance. Donc on leur dit, n'ayez pas de bec sucré le matin. Ayez une alimentation d'apportant des différents nutriments, des catégories d'aliments. Et comme on est des personnes avec des virages à 180 degrés, ils traduisent « Ah oui, de toute façon, il faut manger salé le matin ». Donc on arrive à des aberrations, et surtout 2 œufs le matin. Dans un œuf, vous avez l'apport de cholestérol pour toute la journée. Vous en avez 2, vous saturez plus du saucisson ou du beurre, vous saturez votre foie complètement, si vous voulez. Donc il y a quand même des directives alimentaires, et effectivement, prêt tout à manger, plus effectivement de restriction des repas, parce que finalement on vous dit ne faut pas manger le fruit au repas. Donc les gens vont le prendre en dehors des repas, puis après ils le prennent pas. Alors pourquoi on mange pas le fruit pourquoi il faudrait pas manger le fruit au repas? Parce que les gens, personne ne mange très vite. En mangeant très vite, après le repas, ils mangent encore très très vite, ça fermente et ça gonfle. Voilà. Donc effectivement, il faut quand même apprendre. Et puis, il faut regarder un peu comment il fait l'absorption du fer et avec la vitamine C. D'ailleurs, vous avez des traitements ferrograde 500, c'est du fer et de la vitamine C. Et la vitamine C augmente de 30% l'absorption du fer. Donc normalement, le fruit est pour être au niveau du repas. Mais après, il y a certaines personnes, effectivement, on pourra le mettre en dehors. Mais il y a des tas de directives comme ça qui ont déstructuré notre alimentation et qui font qu'on n'apporte pas les aliments qui sont nécessaires. Voilà.
Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le scorbut et donc les alimentations les plus modestes. Voilà, donc ce qu'on avait vu, effectivement, c'est le gras salé, le gras sucré, boissons sucrées, les apports énergétiques. Alors, vous allez me dire, dans mes propos, il y a eu des plans d'aide, effectivement, qui ont été faits. Moi, je trouve que qui se mettent en place. Après, dans les banques alimentaires, c'est un peu gênant quand qu'il y a des jus de fruits qui sont proposés dans les banques alimentaires. Et voilà. Donc, on va peut-être y aller. Donc ça, vous le retrouverez. Donc, une éducation nutritionnelle, sensibiliser les parents éducateurs, ça c'est une notion importante. Développer la souveraineté alimentaire, ça c'est une notion importante. Il faudrait aussi que qu'on ait quand même des aliments qui soient de meilleure qualité, des fruits qui sont quand même je suis de Provence, on avait des fruits qui étaient quand même meilleurs quand j'étais petit que les fruits que l'on a actuellement. Dans le respect, ça c'est important, développer la souveraineté alimentaire qui représente la seule voie possible. Alors, avant, moi je dis toujours, quand on parlait de souveraineté, on faisait taquer d'extrême droite. Comment la souveraineté, machin. Heureusement qu'il y a Montebourg qui a dit qu'il fallait produire un peu français. Mais c'est la population. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va, négliger les autres pays. Hein. C'est ce qu'il faut aux besoins de la population qu'il y a, si vous voulez. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on parle de souveraineté. On peut parler actuellement de souveraineté. Et en fait, c'est une sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les respects des droits humains et de l'environnement. Ça, c'est une notion importante. Et après, il y a une notion importante, effectivement, c'est élaborer des politiques pour réduire le prix aux consommateurs des aliments sains. Et ça, c'est une notion importante. Ces notions, qu'est-ce que les aliments sains ? Et tout à l'heure, je vous ai marqué, il faudrait faire un peu comme pour les médicaments, on a fait une liste des médicaments d'importance vitale. Il faudrait peut-être faire une liste des aliments d'importance vitale sur un pays. Hein, des importants qui sont nécessaires à la santé. Après, il y a les aliments plaisir, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelque chose en préconisation qui serait... Et puis, appliquer les lois et les engagements. Il y a quand même des lois, il y a quand même des engagements. Là, on voit les conséquences qu'il peut y avoir. Effectivement, c'est quoi ? C'est l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme. Hein, je vous laisse le lire. C'est ça. Hein, toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Voilà. Notamment pour l'alimentation. L'article 23 de la Convention internationale des droits de l'enfant, carrément. Voilà. Donc il faut avoir une bonne information, stipule les droits à la santé et l'obligation des États à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la maladie et la malnutrition et que parents et enfants reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant. On est peut-être un peu loin, enfin, je suis un peu... Voilà. Et puis, vous avez le Haut Conseil droits de l'homme. C'est un droit pour chaque homme, chaque femme et chaque enfant d'avoir accès à une alimentation sûre. C'est un droit vital. Disponibilité, voilà. Alors, si j'arrive là, vous avez des lois après qui ont été faites sur les modernisation de l'agriculture. On retrouve sécurité alimentaire, accès pour tous, en particulier les populations les plus diminuées, à une alimentation en quantité et en qualité adaptée. Bon, ça on est en 2010. Donc là, Code de l'action sociale des familles en 2018, lutte contre la précarité alimentaire. Il n'y a pas de lutte puisque finalement elle augmente. Voilà. Et puis après, vous avez la loi Egalim, c'est contre le gaspillage. On dit, ah là, vous mangez mal parce que vous gaspillez, on est problème économique parce que vous gaspillez. On nous remet les choses là-dessus. Et puis, par contre, ça c'était bien, c'est les actions en faveur des cantines scolaires, les actions de l'État en faveur des cantines scolaires. Bon, effectivement, et depuis 2024, l'État renforce le soutien au niveau des familles précaires. Et là, c'est où là, voilà. Voilà. Alors, ce qui a été, bon, les banques alimentaires, les restos du cœur de Coluche, et puis les surplus de la PAC. Ça, c'est des choses qui ont été faites, les surplus qui ont été faits, effectivement, avec certaines associations. Et c'est là où c'est important au niveau de la défense nationale, c'est les AIV, les OIV, les SAIV, les PSE, alimentation et sécurité. Donc nous, quand on avait commencé sur le médicament, en fait, on a dit que la santé était une OIV.
Ça, vous retenez, parce qu'il faut vraiment les politiques leur dire. L'alimentation, ça fait partie. Alors, les AIV sont des activités d'importance vitale. Elles ont été définies. Ça concourt à la production, distribution des biens ou des services, indispensable à l'autorité et à la sécurité de la nation. Les secteurs qui ont été définis, il y a eu 12 secteurs d'importance vitale, et vous voyez, il y a 4 dominantes: l'activité humaine, alimentation, gestion de l'eau, santé, l'activité régalienne, les activités civiles, judiciaires, militaires, économiques, technologiques, communication, voilà. Et après, vous avez les opérateurs, c'est effectivement les personnes qui concourent à l'exploitation des installations. Voilà. Et puis après, vous avez des plans ou plans de sécurité des opérateurs, mais ça, c'est plutôt pour la cyber et autres. Donc ça, vous retenez, c'est très, très important ce qui est en train pour moi, ce qui vient d'arriver. Et donc les acteurs à responsabilité sont le Premier ministre. Donc il y a quand même un interlocuteur qui travaille avec, effectivement, le Président de la République, le Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, HDDSN, voilà. Et chaque ministre doit s'assurer de la bonne application des directives. Bon, c'est toujours un peu ce qui est fait. Alors, le cadre réglementaire, c'est le Code de la Défense. Voilà, les OIV, les organismes d'importance vitale, sont Code de la Défense avec les articles 1332, 1332-1 et R 332. Et ces dispositions s'appliquent aux opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation. Et c'est là où c'est important. Vous savez, on a vu avec la crise du Covid que l'Europe de la santé, c'est rien du tout. Hein. On était dans nos frontières et on aurait pu faire un projet nation. Hein. C'est plutôt, ça a été raté. Hein. Et effectivement, donc, capacité de survie de la nation. Et en fait, à l'importance de ces enjeux, ces opérateurs doivent respecter certaines exigences. Et puis, effectivement, les exigences contre toute menace, notamment pour faire face aux attaques terroristes et aux risques climatiques. Et vous savez qu'on a une modification un peu de notre agriculture qui doit se mettre en place liée aux risques climatiques. Alors, donc, il y a eu un arrêté du 2 juin de 2006 qui a, Premier ministre qui a fixé les différents secteurs, l'alimentation, bon, les activités militaires de l'État, gestion de l'eau, santé. Alors, vous voyez, l'alimentation, elle est là-haut, la gestion de l'eau est là, la santé, elle est là. Donc déjà, on voit que tout, c'est déjà mis bien loin les uns des autres. Hein. Il n'a pas été regroupé l'alimentation, la gestion de l'eau et la santé, c'est quand même dommage. Pourtant, vous avez des maladies qui pourraient être évitées par une meilleure gestion de ces différentes... voilà, c'est le diabète, l'obésité, le cancer. Voilà. Et puis, alors, ce que l'on voit après par la suite, effectivement, les différents secteurs, vous regardez à quels sont les ministres coordinateurs par rapport au secteur, et vous voyez que l'alimentation, c'est le ministre chargé de l'agriculture. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir fait faire cette conférence parce que du coup, j'ai découvert ça, en fait. Le ministre de l'Agriculture, l'alimentation. Et puis après, la santé, bon, certes, c'est le ministre chargé de la santé. La gestion de l'eau, c'est le ministre chargé de l'écologie. Voilà, avec tous les problèmes que l'on peut savoir. Voilà. Alors, il y a effectivement des obligations qui sont données. Hein, et voilà. Et on pourrait, effectivement, ce que je vous dirais, à l'instar des mesures prises pour la pénurie des médicaments, faire une liste des aliments indispensables et d'importance vitale, comme on a fait la liste des MITM pour les aliments d'intérêt thérapeutique. Quand on avait fait notre rapport, on avait quand même les pharmaciens militaires et qui étaient très intéressés par, effectivement, faire toutes ces déterminations-là. Voilà. Donc, en fait, il y a tout ce qu'il faut. La liste, la structure, elle est là. Alors, ce qu'on a vu, c'est que la crise sanitaire, finalement, qui a montré notre fragilité et notre dépendance à certains produits, à certains autres. Et chose qui est importante, c'est qu'il y a eu la loi de programmation militaire. Effectivement, les militaires se sont rendus compte que, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé,
ils se sont certainement rendus compte que le problème de souveraineté alimentaire, crise Covid qui est ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'alimentation, c'est dans les OIV. Donc en fait, ils ont inclus dans la loi de programmation militaire, et je pense que c'est un début, ils ont inclus effectivement la protection du foncier agricole, la reconnaissance des agriculteurs comme opérateurs d'importance vitale, donc, voilà, et tel que défini, afin d'inclure la production agricole comme une activité d'importance vitale. Et ça, c'est quelque chose qui vient de se passer, voilà. Et c'est la loi du 24 mars 2025 d'orientation militaire. Elle vient d'être votée pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement. Je vous en ai pris quelques extraits pour sauvegarder et reconquérir la souveraineté alimentaire de la France, garantir une sécurité alimentaire permettant à l'ensemble de la population l'accès à une alimentation suffisante. Ça s'appelle la souveraineté, d'accord? Sur nutritive, c'est pas bourrative, nutritive, les nutriments, glucides, lipides, protéines, minéraux, oligoéléments, vitamines, eau, nutritive. La nutrition, c'est la santé, c'est pas l'aliment, c'est ça. Et de concourir à la lutte contre la précarité alimentaire. Promouvoir la souveraineté en fruits et légumes par un plan stratégique. Voilà. Et favoriser l'acquisition pendant l'enfance et une culture générale de l'alimentation et de l'agriculture en soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique des choix alimentaires. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc si dans les territoires vous voulez commencer à travailler sur la souveraineté alimentaire, ce serait une bonne chose. Peut-être un prochain sujet à faire. Voilà. Alors pour aller plus loin, effectivement, orienter vers une autosuffisance des aliments. Conjuguer l'étude de la balance commerciale en matière alimentaire, je vous en parlais tout à l'heure, bon, on ne peut pas tout faire dans une alimentation. Créer des seuils d'alerte sur les aliments et eaux indispensables à la santé, de la même façon dont on crée des seuils d'alerte sur certains médicaments. Développer une vigilance sur la qualité des produits importés, Mercosur, je vous en parlais tout à l'heure. Lutter contre le gaspillage, et ça je pense qu'en situation de précarité, on essaie quand même de lutter contre le gaspillage. Enseigner qu'une alimentation équilibrée est peu chère et apprendre à faire de la cuisine. J'ai jamais trouvé un journaliste, de temps en temps on me demande un journaliste, machin truc, jamais trouvé un journaliste qui veut aller avec moi dans un supermarché et que je prenne le caddie de quelqu'un et que je vide les 3/4 du caddie de quelqu'un et voilà, en disant que ça c'est pas indispensable. Jamais trouvé. Donc, une alimentation équilibrée n'est pas chère. C'est vraiment, il faut lutter contre ça. Hein. Elle est pas chère une alimentation équilibrée. Et apprendre à faire de la cuisine. On peut faire moi, je travaille avec 4 enfants. Maintenant, ils sont grands. Avec 4 enfants, quand on me dit « j'ai pas le temps de faire la cuisine », je dis « ah bon, voilà, non, on a le temps de faire une cuisine simple. Après, on peut faire une cuisine plus élaborée à certains moments, mais on peut faire une cuisine simple et équilibrée. Voilà. Et apprendre à faire de la cuisine. Les jeunes commencent à faire de la cuisine. Voilà. Alors, prôner la culture de la prévention. C'est une économie de plusieurs milliards d'euros. Là, on est en train de plomber les comptes de la sécurité sociale, je ne vous dis pas. Et le système français est organisé autour du soin. Alors, le soin, notre sécurité sociale, c'est une sécurité sociale telle qu'elle a été faite. Il faut comprendre un peu le système de soins. La sécurité sociale telle qu'elle a été faite est une sécurité sociale de soins. Ce n'est pas une sécurité sociale de prévention, telle qu'elle a été faite. Donc c'est pour ça que par exemple, ma génération n'a pas été. Moi, j'ai toujours travaillé parce que j'avais un patron qui était nutritionniste. Il a créé la première consultation de médecins du sport. Donc on a toujours été l'homme en bonne santé, la nutrition généraliste, tout ça. Donc j'ai eu cette culture dès le départ. Mais ma génération de médecins n'ont jamais eu de cours de prévention. C'est maintenant les jeunes ils ont des cours plus de prévention. Donc notre sécurité sociale, c'est une sécurité sociale de prévention. Comme disait le préfet Henriot, qui est je crois toujours le directeur de la sécurité civile, il disait que le fonctionnaire n'a pas la culture de prévention dans la tête. Voilà. Comme je disais ce matin, discuter avec Alain Bauer, j'ai compris. Alain Bauer, il a la prévention de la récidive dans la tête, parce qu'on était sur des parallèles, mais il n'a pas la prévention. Voilà. Donc ça, il faut l'accepter. Donc effectivement, le soin, c'était soin. Alors, on a la prévention de la récidive aussi bien au niveau judiciaire que nous, la prévention de la récidive après un infarctus ou après une maladie ou autre.
Mais la prévention, c'est pas dans la culture de la sécurité sociale et c'est pas dans le remboursement de la sécurité sociale. Comme notre sécurité sociale, c'est une sécurité sociale d'évidence-based médecine, telle qu'elle est. Mais il faut pas, elle est comme ça, notre sécu. C'est-à-dire, c'est la médecine par l'épreuve. C'est-à-dire que si c'est pas prouvé, on ne fait pas. On a eu 2 prix Nobel de médecine sur le microbiote et sur les... Effectivement, mais on est incapable, on est très en retard sur tout ce qui est, alors que finalement on veut aller sur Mars et on retourne dans les intestins, au point de vue diabète et au point de vue cancer, maladie auto-immune, mais on est très en retard parce que notre sécurité sociale, c'est une évidence-based médecine, une évidence par l'épreuve. Moi, quand je prescris, je sais comment je prescris et je sais que si jamais on me cherche des poux dans la tête, il faudra que je justifie un peu mes prescriptions, voilà, par rapport au remboursement de la sécurité sociale. Comme finalement elle commence à changer complètement, que ça va être les grandes assurances, ils se sont pas, ça va faire comme dans les autres pays, c'est-à-dire que quand vous allez faire du yoga ou de la relaxation, vous allez avoir une assurance qui vous coûtera moins cher. Les patients qui soignent par médecine naturelle, bon, je ne prends pas toujours les médecines naturelles, mais finalement coûtent beaucoup moins cher parce qu'il y a une hygiène du sommeil, il y a une hygiène alimentaire, une hygiène et autres. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Donc en fait on vendait du médicament. Et puis, il faut savoir, il ne faut pas toujours tout critiquer, ça a été les grandes épopées de la maladie cardiovasculaire, du cancer, du diabète, tous ces médicaments qui se sont développés. Et en fait, on est un pays européen à plus forte consommation de médicaments, les Français. Vraiment, on bouffe du médicament. Et donc, effectivement, c'est un secteur qui a été protégé tant qu'on pouvait le faire. Et puis maintenant, on ne peut plus continuer à le faire. On ne pourra pas, là, on est en train de faire sauter la caisse de la Sécu avec tous ces injectables. C'est-à-dire qu'on laisse courir l'obésité, donc on laisse courir l'obésité, bon, encore ils ne sont pas remboursés chez les personnes obèses, les injectables, mais par exemple chez les diabétiques obèses, on a quand même un médicament injectable 1 fois par semaine qui coûte 8 fois plus cher qu'un autre médicament pour le diabète. Moi je veux bien, mais voilà. Donc on laisse courir, effectivement on ne fait pas de prévention, mais voilà. Donc pour sortir, il faudrait, et pour notre système de santé soit viable, parce qu'il est en train de vraiment sauter, il faut se rendre compte que le diabète, obésité de l'adulte, enfin, je vous ai mis juste les cas les plus représentatifs, diabète, obésité de l'adulte, surtout de l'enfant, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, 80% des cancers, les allergies sont des maladies où intervient l'environnement et sont évitables ou tout au moins atténuables, ou tout au moins avec moins de complications et moins de récidives. C'est pareil quand je vois un diabétique arriver, enfin quelqu'un qui est porteur, je ne dis pas un diabétique, porteur d'un diabète, on ne se définit pas par porteur d'un diabète arriver, je leur dis c'est bien simple, soit vous faites les règles hygiéno-diététiques, vous allez avoir le minimum, voire vous allez avoir votre diabète régressé, soit vous ne faites pas les règles hygiéno-diététiques qui sont simples, et à ce moment-là, je vais vous empiler les médicaments. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est quand même, donc on arrive à une atténuation. Je rassure tout de suite les messieurs, ne vous inquiétez pas, un couscous c'est très équilibré, un pot-au-feu c'est équilibré, une choucroute est équilibrée à condition, faites attention aux mortaux quand même. Voilà. Et après donc, c'est l'OMS, l'obésité des enfants constitue l'un des plus grands défis pour la santé publique du XXIe siècle, parce que on refait pas, on revient pas en arrière d'une obésité d'un enfant. Et c'est la principale inégalité sociale. Bon. Donc effectivement, développer une prévention dynamique, orienter notre agriculture en ce sens, qui est quelque chose d'important. Donc j'espère qu'avec les lois de programmation militaire, il va y avoir des pressions qui vont pouvoir être faites. Et voilà, niveau national et territorial. La prévention devait être un des maillons forts de la gestion de la souveraineté alimentaire. C'est vraiment quelque chose d'important dans son ensemble, pour atténuer le coût de la santé, tout en assurant la gestion d'aliments, de l'eau, qui nécessite une politique coordonnée. Alors après, reconsidérer notre balance commerciale, voilà. Donc effectivement, on me parlait tout à l'heure des intrants, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui pose problème, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup pour faire entrer des engrais en France et qui plombent un peu notre balance commerciale, et c'est des coûts qui ont vraiment augmenté. On est un petit peu tributaire des conflits géopolitiques, des aléas climatiques, et donc effectivement, augmentation des coûts de l'énergie, augmentation des coûts de transport, ça peut augmenter effectivement des engrais azotés, et des produits phytosanitaires peut augmenter effectivement les prix des aliments. Donc il faudrait réduire effectivement la dépendance aux intrants, effectivement, pour pouvoir
développer des alternatives locales. Et donc ça, on peut passer. À méditer, moi j'ai trouvé ça, c'est qu'effectivement là, on a un petit problème. On a un petit problème ici, au niveau de l'année 2025, par rapport aux années, sur notre balance commerciale agroalimentaire. Baisse de la production de blé, de vin. Hein, il y a eu des problèmes climatiques, il y a eu moins de vin. Entrée massive de produits laitiers, entrée massive de beurre, entrée massive de poulet, moins cher, entrée massive d'œufs. Donc il faudrait effectivement agir sur cette balance commerciale. Moi j'ai trouvé cette photo qui était vraiment très bien. Et puis, effectivement, il y a les produits tropicaux, ça, tout le monde ne prend pas du thé, café, chocolat, orange, voilà. Et voilà. Et puis, il y a un creusement du déficit en fruits et légumes. On importe beaucoup trop de fruits et de légumes dans ce pays. Moi, je trouve. Beaucoup trop de fruits et de légumes. Voilà. Baisse du cheptel en bovin, pénétration des volailles, effectivement. Après, vous allez me dire, quand on veut de l'alimentation moins chère, hein, on ne pourra pas les produire en France. Bon, enfin, bon, ça c'est à voir. Bon. Et reconnecter une alimentation relocalisée, effectivement. On importe trop de produits transformés. On exporte du blé, on importe des produits transformés. Ce qui est bien, c'est que de plus en plus, on met en garde la population, on informe la population comme quoi les produits transformés sont un peu délétères pour la santé. Donc il y a des études qui ont été faites sur une même, par exemple pour un amaigrissement avec des produits simples et des produits transformés avec la même quantité d'aliments et la même quantité de calories. La personne va moins maigrir avec les produits transformés qu'avec les aliments sains. D'accord. Moi, je le vois, hein, je suis dans un restaurant où c'est la cuisine, parce que maintenant, vous savez, beaucoup de restaurants, c'est des surgelés. Hein. Dans les écoles de restauration, on leur apprend comment traiter les... Et moi, je vois très bien, hein, quand je vais dans un restaurant, c'est des produits frais, on n'a pas du tout la même réaction de l'organisme que quand c'est un autre restaurant. Aller vers une autonomie, diversifier les productions pour une consommation locale. Et maintenant, on commence à le faire. Hein, c'est-à-dire acheter local, acheter bio, acheter local et autres. 25% de la production est exportée, 20% de la consommation est importée. Et en fait, la France est vraiment dépendante des importations, ces filières fruits, légumes et légumineuses. Il faudrait arriver... Les légumineuses, c'est très bien pour la santé. Hein, c'est tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots. C'est des prébiotiques, c'est-à-dire que c'est des engrais pour une bonne flore intestinale. Hein. Aussi bien les oléagineux, bon, ça fait partie un peu du régime crétois, de la diète méditerranéenne. C'est bien cette diète méditerranéenne, régime crétois, finalement, ils ne mangent plus trop comme ça, mais bon, il faut regarder comme elle était à l'époque. Elle est ni acidifiante ni alcalinisante, donc pour le système osseux et l'organisme, elle est bien. Elle n'est pas au niveau de la toxicité et sur le système auto-immunitaire. Elle est au niveau cardiovasculaire, au niveau cancer, elle est bien. Chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on pose un problème nutritionnel d'importance, je la regarde et effectivement, elle répond à ces exigences-là. Et voilà. Et puis je vais finir. Voilà, le Mercosur, épée de Damoclès et nouveau phénomène Shane, je vous ai marqué. Ça, c'est un gros problème, Mercosur. C'est un très, très gros problème. Voilà. C'est libre-échange. Je crois que ça doit être signé avant le fin décembre. Les accords doivent être signés. Et effectivement, concurrence déloyale, c'est la même chose contre le bio. Le bio, on a des contraintes très fortes on fait des contraintes en France encore plus fortes que ce que demande. Hein, c'est comme pendant je ne sais pas pourquoi l'esprit français est comme ça. Vous savez que c'est la France qui a mis les femmes et les enfants dans les déportations. Veldiv. Je ne sais pas pourquoi, le français, il en fait plus que ce qu'on lui demande. Ouais. Je ne sais pas, c'est un truc... Faut revoir l'expérience de Milgram quand même. Voilà. Donc effectivement, le problème, c'est que c'est une concurrence déloyale avec des produits à bas coût, mais comment ils sont produits. Et voilà. Et puis, ça va fragiliser effectivement les exploitations qui sont déjà en difficulté. Voilà. Alors,
c'est une aberration écologique, parce que dans tous ces produits-là, maintenant, c'est aussi le transport, le coût du transport, l'empreinte écologique est importante. Hein. Et moi, je vois, il y a des jeunes qui disent oui, moi je fais pas de bébés parce que c'est des bébés carbone. Non, non, mais c'est grave, hein, parce qu'en fait, on va mettre un être humain qui va avoir une empreinte écologique. Voilà. Donc, quand même. Donc, bref, c'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration. Émission à gaz à effet de serre. Après, vous savez, et vous l'avez tous lu, de toute façon, ça va modifier les terres de ces pays-là, qui sont le Brésil, l'Uruguay, Paraguay, Bolivie, je crois que le Paraguay est parti. Et puis, l'importation de produits avec des normes interdites de problèmes de conformité. Alors, je crois qu'ils ont essayé de dire, si vous ne prenez pas notre produit à cause des problèmes de conformité, vous allez avoir des pénalités. Ils ont commencé à discuter là-dessus, je ne sais pas si ça s'est fait. Alors, ils disent effectivement, proposent un nouveau règlement sur la volaille, le riz, le miel, les œufs, l'ail, l'éthanol. Est-ce que ça va être signé ou pas? Mais après, quid des autres aliments? Une clause de sauvegarde, une série de clauses en miroir. La clause en miroir, je crois que c'est ce que l'on fait chez soi, on doit le faire chez eux aussi. Ça serait peut-être une bonne idée. Mais moi, je pense que c'est quand même très, très... enfin, on peut en parler. Vaut mieux se remettre finalement sur la loi de programmation militaire sur les exploitations agricoles. Voilà. Donc l'urgence, hein, œuvrer pour une précarité, pour une souveraineté alimentaire. Voilà. Projets alimentaires territoriaux. Hein, il faut arrêter. Il y a les territoires et il y a des très bonnes volontés dans les territoires. Et voilà. Lutter contre le gaspillage sur production. Voilà. Précarité. Enseigner qu'une alimentation équilibrée est peu chère. Voilà. Merci beaucoup.